donc Margot Doré, députée bruxelloise et députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va aborder des sujets, je pense, très intéressants pour nos étudiants, parce qu'on va parler de démocratie participative, Oui. on va parler d'initiatives citoyennes, Mhm. on va également parler de la manière dont aujourd'hui on peut éventuellement aider les jeunes à rejoindre toute une série de projets politiques. Et on est bien sûr dans une séquence sanitaire bon, on espère en tout cas, on commence à voir la sortie de cette crise sanitaire, mais beaucoup de ces initiatives ont eu lieu en ligne, hein, et nos étudiants n'ont malheureusement pas la possibilité de rejoindre d'autres formes d'activités pour le moment, mais donc je pense on va un petit peu parler de ça, et puis dans un second temps, si on a le temps, on va aussi aborder d'autres questions d'actualité, un certain nombre de causes et de valeurs qui aujourd'hui sont défendues dans le champ politique et notamment en ligne sur les réseaux sociaux. Et je sais que tu es très active aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui va pouvoir non pas faire semblant, mais nous parler aussi de ces pratiques politiques, de l'engagement politique au sein d'une formation politique comme écolo, Oui. puisque tu es député écolo, et également en ligne avec toute une série de leaders d'opinion qui te rejoignent dans toute une série de combats, en fait, on peut le dire. Donc, je te laisse d'abord peut-être te présenter, nous dire un petit peu plus peut-être sur ton parcours aussi, puisque tu es une jeune députée, et quelles ont été un peu les étapes de ta carrière jusqu'à présent, et comment aujourd'hui tu as rejoint d'abord la formation politique écolo, et comment tu t'investis dans ces différentes causes au quotidien. Donc carrière, ça va aller vite, hein, parce que comme tu l'as dit, je suis encore jeune, j'ai 30 ans, enfin je viens d'avoir 30 ans. Ça fait donc vraiment pas longtemps que je suis députée, puisque je suis devenue députée régionale après les élections de 2018. Et donc je suis rentrée en septembre plus ou moins au Parlement, parce que j'étais suppléante d'une personne qui a quitté le Parlement. Et donc en résumé, moi mon parcours, donc j'ai fait des études de communication à la base, avec toujours dans mon scope et dans mes envies, dans mes aspirations, l'idée de faire des choses qui avaient du sens en fait. Et donc, un peu comme tout le monde, quand on travaille dans la communication, j'ai travaillé un peu sur des projets qui étaient plutôt alimentaires, j'ai bossé un peu pour des produits de beauté pour hommes, enfin des choses qui me touchaient peut-être moins personnellement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie que tout ça ait du sens, que tout ça serve à quelque chose qui me parle moi en tant que femme dans notre société au jour d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé à travailler beaucoup plus sur des sujets comme la mobilité, par exemple. J'ai lancé une start-up en 2011 avec des amis, et je m'occupais exclusivement de la communication du projet visant à améliorer l'information voyageur des personnes, des citoyens, des citoyennes en matière de mobilité douce, pour essayer un peu de les stimuler, de leur donner envie d'utiliser les transports en commun, parce qu'en 2011, en tout cas c'est toujours le cas maintenant, mais je trouvais que c'était vraiment un enjeu fort de notre époque. Et j'ai rejoint Écolo de façon assez naturelle, d'abord comme travailleuse donc, dans le département de communication, et puis progressivement, je me suis un peu fait prendre au jeu. Moi, j'ai deux thématiques que je porte dans les deux parlements. La première, c'est celle du numérique. Et donc, voilà pourquoi aussi des initiatives telles que Twitch, telles que d'autres plateformes qui voient le jour m'interrogent et me font me poser plein de questions sur les questions de données privées, sur les questions de confidentialité, sur les questions de pollution aussi numérique, enfin bref, tous ces aspects-là. Et alors, le deuxième dossier que je porte, c'est les questions d'égalité des chances et de droits des citoyens. Eh bien, je rappelle aussi aux étudiants et aux participants qu'il y a toujours cette possibilité de poser des questions à tout moment. Apparemment, il y a un problème de son, c'est possible ? Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions, pour également nous interpeller sur les sujets, bien sûr, qui sont liés à notre discussion, hein, parce qu'on n'a pas non plus 3 heures, je pense, pour tout aborder. Mais moi, bien sûr, j'ai une première question qui est en lien aussi avec une partie très importante de nos enseignements, et notamment du cours de sciences politiques que je donne à l'IEX. C'est finalement cette notion de participation citoyenne dont on en parle beaucoup. On en parle en Belgique, on en parle en France. On a parlé la semaine dernière avec un autre invité des Gilets jaunes qui avait cette volonté d'imposer un référendum d'initiative citoyenne. Donc on le voit que ça commence vraiment à prendre dans la société. Et donc la question elle est simple. Est-ce que l'on doit aujourd'hui, en 2021, évoluer vers d'autres formes de participation ?
est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie représentative, donc en gros, les élections, on s'engage, on ne s'engage pas d'ailleurs, mais en tout cas on choisit une formation politique, on va voter le dimanche, et puis finalement le citoyen, il attend d'abord qu'un gouvernement se mette en place. Ça peut c'est la première étape. Donc il attend très longtemps, généralement. Et enfin, ça dépend bien sûr des niveaux de pouvoir. Et puis ensuite, il retourne chez lui d'une certaine manière et on ne le consulte plus. Donc aujourd'hui, est-ce que les partis politiques ont cette réflexion-là, notamment écolo, puisqu'on ne va pas parler des autres partis politiques. On a parlé du Parti socialiste il y a 2 semaines avec un autre invité, avec Amaury Capras. Mais doit-on évoluer vers d'autres formes de participation aujourd'hui, notamment dans la démocratie belge telle que nous la connaissons? Donc, en effet, je pense qu'il y a, dans le contexte actuel, et il y a plein de raisons, je ne pense pas que ça vaut la peine de s'éterniser là-dessus, mais en tout cas, une déconnexion des citoyens et des citoyennes avec la prise de décision. Et donc, c'est ça que je trouve qui est parfois très dommageable. Et on le voit dans la crise aussi, le manque d'adhésion à un moment donné aux normes, aux décisions qui sont prises, à toutes les règles sanitaires. C'est aussi ça, en fait. On ne sait pas, les personnes ne comprennent pas toujours pourquoi on fait un choix et pas un autre. Et donc, je pense qu'à cet égard, il y a 2 choses qui peuvent au moins aider. C'est en effet de ne pas se limiter à consulter les personnes via des votes tous les 5 ans, parce que 5 ans, c'est énorme. À échelle de projets politiques, il suffit de regarder Bruxelles il y a 5 ans et Bruxelles maintenant, ça a fort changé. Et donc, de mettre en place des mécanismes, et donc j'y reviendrai notamment parfois de délibérations qui sont différentes, ou bien la question des référendums que tu as abordé. Et puis, il y a aussi tout l'autre volet qui, moi, me semble intéressant aussi, c'est tout le volet de transparence de la décision démocratique aujourd'hui. Donc, le fait que, par exemple, les travaux parlementaires soient en accès libre, en tout cas quand Internet fonctionne, parce qu'hier, on a eu quelques problèmes avec ça, mais que tous ces travaux soient accessibles, que les élus et les élus doivent quelque part rendre des comptes de façon régulière, que ce soit sur des questions de cumul de mandats, que ce soit sur les questions parlementaires qui sont déposées, etc. Donc il existe, je pense, déjà quelques pistes qui sont intéressantes. Et avec ça, on peut occuper un espace, parce que je crois qu'il y a vraiment cette volonté qui est là chez les personnes de reprendre un peu la main aussi sur les questions politiques. Parce que si on ne le fait pas, en fait, ce qui se passe en général, et on le voit dans beaucoup de pays, ce sont les extrêmes et le populisme qui occupent la place et qui vont bénéficier de ce vide. Et donc je pense que c'est aussi, en tant que parti démocratique, mais un devoir que l'on a de reconnecter. Et c'est notre responsabilité aussi. C'est vrai qu'on a vu, pas seulement en Belgique d'ailleurs, mais dans d'autres pays en Europe, souvent des revendications de démocratie directe, de démocratie. En fait, on va attendre 2 petites secondes. Est-ce que maintenant vous nous entendez? Alors, voilà. Bon, on est désolé les amis pour les petits problèmes de son. C'est le direct, c'est comme ça. C'est le direct, c'est la première fois que ça arrive et on fait avec le matériel dont nous disposons. Voilà, donc j'espère que vous nous entendez à nouveau. Donc, sans transition, je voulais justement aborder cette initiative qui a quand même était, je pense, un succès. Donc, c'était au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Donc Margot, tu as proposé pour la première fois sur Twitch une initiative de discussion, de dialogue sur la thématique du cyberharcèlement. Et donc, je voulais d'abord que tu nous parles un petit peu de la genèse de cette initiative et peut-être voir quel impact cela a eu, pas seulement, je dirais, dans le débat public, mais aussi à l'intérieur de ta formation politique. Si on se dit, tiens, est-ce que c'est une façon aujourd'hui de consulter les citoyens? Est-ce que ça vaut le coup de peut-être de lancer d'autres initiatives de ce type? Mais donc déjà, il y a une chose qui me semble intéressante, c'est qu'on voit émerger plein de nouveaux outils. Il n'y a pas longtemps, c'était Clubhouse qui faisait fureur. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'entends plus parler. Clubhouse, pour ceux qui ne connaissent pas, Clubhouse, c'est un réseau social audio. Donc, on vient de réinventer la radio, en fait. Quelque part, oui. Et donc, l'idée, c'est de créer des communautés. Et dans ces communautés-là, en fait, vous pouvez rejoindre une communauté et parler de tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc après, il y a eu une sorte de hype au mois de février. Et puis maintenant, on n'en parle plus. Mais oui, et en fait, c'est amusant de voir qu'avec le confinement, je suppose, sans être experte non plus de ces questions, mais de voir qu'en fait, il y a eu une explosion d'utilisation de nouveaux outils comme celui-là. Twitch en fait partie. Et en fait, moi, je me suis rendu compte dans mon travail parlementaire que comment est-ce qu'on procède? Donc,
en général, donc on lit la presse un peu tous les jours, on se renseigne, on est en contact avec des experts et des experts sur des matières. Et puis, petit à petit, on sent qu'il y a des choses, des dossiers, comme on appelle ça, mais qui commencent à émerger sur le devant de l'actualité. Et on se dit, mais tiens, en tant que parlementaire, je vais essayer de me saisir du sujet et de le traiter. Et puis alors, la façon de comment on le traite est super importante. Donc, faut savoir qu'en général, les partis sont fortement en lien avec ce qu'on appelle le terrain, mais donc c'est des associations, c'est le monde académique, etc. Et ça se fait toujours un petit peu dans l'ombre, j'ai l'impression, ces consultations. C'est-à-dire que, voilà, on sait que certains partis ont des liens forts avec certaines associations, et puis du coup, ben, voilà, le traitement d'une question se fait, et puis après, elle arrive sur la place publique, mais on n'a pas vraiment de transparence sur le process. Et du coup, ce que je me suis dit, parce que le sujet des cyberviolences, donc, que j'ai voulu traiter sur Twitch, est un sujet hyper transversal et hyper, grand public, puisque tout le monde peut y être confronté, c'est un peu la particularité de la question. Je me suis dit, pourquoi pas le traiter avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui sont de tous les horizons, en fait, puisque j'ai aussi bien des profs, des assistants sociaux, des personnes qui travaillent dans l'informatique, justement. Et je me suis dit, profitons de cette plateforme pour essayer d'établir un dialogue sur la question. Et aussi de pouvoir vulgariser quelles sont les options en fait, de travail qu'on peut avoir quand on est dans un parlement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai expliqué ce que c'était une résolution dans un parlement. Donc une résolution, c'est un peu des engagements, si on veut, qu'on demande, qu'une majorité de députés demande à prendre pour le gouvernement. Et ici, c'est ça qu'on a fait. Donc ça m'a permis aussi un peu de vulgariser le travail parlementaire. Et alors Twitch, avec ces possibilité d'interaction, comme on le voit ici avec toutes les personnes qui parlent dans le chat, c'était vraiment une façon aussi de renouer avec les personnes qui ont envie d'interagir, parce que c'est vrai, et ça c'est un peu en tant qu'observatrice des plateformes sociales qui les ai utilisées depuis quasiment leur naissance à chaque fois, j'ai été parfois un peu désillusionnée par des plateformes comme Twitter où des fois le dialogue n'est pas facile. Et là sur Twitch, je me suis dit mais c'est super, la modération c'est vraiment un truc pratique, et donc pourquoi pas. Alors je ne sais pas s'il faut que tous les partis commencent à faire du Twitch à 100 à l'heure et ne mettent plus que des budgets communication là-dedans, parce que c'est vrai que voilà, mais mobiliser à certains moments sur certaines questions des communautés avec des députés qui peut-être sont à l'aise avec cet outil, ça peut être une chouette idée. En fait, j'espère qu'on nous entend toujours. Le principe de Twitch, ce qui est intéressant avec l'initiative sur le cyberharcèlement, c'est que ce que tu as mis en place, c'est ce qu'on appelle un focus group. Oui. Donc un focus group en communication politique, on le fait souvent. Donc en fait, on va tester des idées auprès d'un certain nombre de citoyens. Alors bien sûr, on n'est pas des sondeurs, oui. Donc sur Twitch, on ne peut pas contrôler le panel de citoyens qui participent à l'initiative, et on ne peut pas non plus estimer que ce panel est représentatif. Donc ça, c'est peut-être un premier écueil lié à ce type d'initiative, c'est de dire oui, bien sûr, tu as des intervenants qui viennent de différents horizons, mais on reste quand même dans une compatibilité avec ta propre audience, bien avec sûr. Tes valeurs, tu vas pas avoir des gens éventuellement du Flensbelang ou d'une autre forme. Et pourtant, ces gens-là aussi représentent quelque chose dans la société belge. Donc, je dirais, le problème principal de Twitch, c'est peut-être qu'il y a une sorte de biais, non pas de confirmation, puisque là, on n'est pas dans un discours, mais peut-être au niveau de la communauté qui se crée autour de toi, tu restes dans une communauté qui reste, j'allais dire encore une fois, idéologiquement compatible. Bien sûr. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, là où je te suis, c'est un intérêt, effectivement, de prendre le pouls de la société, ne serait-ce que de ton électorat à toi, et de voir quels sont aujourd'hui les sujets qui sont importants aux yeux des citoyens, et de faire évoluer la discussion au sein du parti. Donc, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on a eu ce débat, donc, comme tu le dis, c'est vrai que c'était des gens qui étaient plutôt proches de moi, et il y a une question à laquelle je ne m'attendais absolument pas qui a émergé, c'est celle éventuellement de la sanction des personnes qui abuseraient de comportements en ligne et qui seraient cyberviolents, qui auraient plusieurs plaintes ou quoi, où on a commencé à se dire, mais tiens, en fait, est-ce que dans un principe de sanction, on ne pourrait pas priver les personnes d'utiliser les réseaux sociaux? Et il y a eu tout un débat sur cette question-là, et qui est hyper intéressant à notre époque, en fait, parce que c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi toute une série de nouvelles... C'était avant ou après le bannissement de Donald Trump du réseau? C'était avant. Parce que en fait, non seulement c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet tout à fait concret. C'est-à-dire qu'on l'a encore vu avec l'initiative La Boom, où, si je ne me trompe pas, la page a été fermée par Facebook, sur demande des autorités locales, donc du bourgmestre.
Donc, est-ce que tu penses aujourd'hui que, c'est peut-être une parenthèse dans notre discussion, Oui. mais que ces plateformes sont amenées à évoluer? On le voit, Facebook agit de plus en plus comme un éditeur de contenu, Ouais. en disant, tout compte fait, il y a des contenus qu'on ne veut pas voir sur notre plateforme. C'est une entreprise privée, hein, donc ils font ce qu'ils veulent, hein, ils se réservent le droit d'entrée, comme on dit. C'est ça. Et sur Twitter, même chose, on va bloquer, bannir, mettre des disclaimers sur des gens. Donc là aussi, est-ce qu'en termes de parti politique, on se dit, oulala, attention, bon, si on est dans le camp du bien, entre guillemets, et là, Facebook va peut-être nous laisser tranquilles, mais avec des initiatives comme celles qu'on a évoquées la semaine dernière, les Gilets jaunes par exemple, ou d'autres initiatives citoyennes peut-être un peu plus punchy, est-ce qu'on ne va pas vers une forme de censure numérique, censure des plateformes vis-à-vis des initiatives citoyennes? Donc, comment est-ce que tu appréhendes cette relation quand même un peu ambiguë aussi avec ces plateformes qui restent des plateformes privées qui font de l'argent, qui vont monétiser les données, nos données? Comment est-ce que Écolo et bien sûr les mandataires qui sont actifs sur ces plateformes gèrent cela? Mais en effet, moi je crois qu'il y a un truc que tu pointes et qui est super important, c'est que c'est le principe boîte de nuit, si je peux dire. Donc la direction se réserve le droit d'entrée, et en même temps c'est une caisse de résonance et de discussion publique qui est énorme aujourd'hui. Quand on voit même la manière dont les médias construisent tout leur calendrier de publication et autres, il y a plein d'informations qui viennent des réseaux sociaux en fait, et qui sont prises parce que tiens, telle personne a dit ça sur Twitter, on en fait un article. Mais donc ça veut dire que le côté boîte de nuit, en fait, il est un peu, enfin, il est sur papier parce qu'en effet, c'est des sociétés privées, mais sur la portée que peuvent avoir certaines paroles, là, par contre, on est beaucoup plus sur un aspect place publique qu'autre chose. Et donc, il y a une tension énorme là-dessus. Et donc, moi, je pense que c'est la liberté d'expression qui doit primer. C'est vraiment un principe qui est très, enfin, qui est au fondement vraiment de beaucoup de nos valeurs ici en Europe. Et la difficulté, c'est que, par exemple, ce sont des plateformes en général qui viennent d'outre-Atlantique, et la conception même de la liberté d'expression change en fait en fonction des pays dans lesquels on se trouve et des régions du monde. Et donc nous par exemple, voilà, il y a des choses, le négationnisme par exemple, ce sont des choses qui sont très très comment dire, réglementées et sur lesquelles on est intransigeant. En Amérique ça se passe différemment. Les lois sont pas les mêmes. Mais voilà, les lois sont différentes et donc ça on doit se poser aussi des questions quoi, parce que du coup c'est des sociétés américaines qui sont amenées à se positionner sur des questions de liberté d'expression qui sont européennes. Et donc je pense qu'il y a une balise qui peut être intéressante, c'est d'abord le fait d'avoir des observatoires de ces questions d'un point de vue démocratique, des instances neutres avec des experts et des experts qui peuvent un peu justement réfléchir à toutes ces questions éthiques, démocratiques. Et alors la deuxième chose, c'est d'avoir autant que possible le pouvoir de trancher qui reste dans les mains de la justice en fait, qui est en fait la seule capable à émettre un jugement sur base d'éléments et de prendre une bonne décision sur un sujet. Et ce n'est du coup ni l'État qui censure, ni les plateformes qui censurent et qui coupent quoi. Alors, il y a un commentaire qui est lié à ce qu'on vient de dire justement, qui nous dit que finalement, est-ce que cela change vraiment quelque chose par rapport au biais des contacts de terrain et des partis qui sont également segmentés? Bon, c'est vrai, effectivement. Et au moins sur Twitch, c'est public, et donc cela permet d'avoir des marges par rapport aux positions politiques qui viennent participer. Donc oui, le côté transparence, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que sur Twitch, alors tu parlais tout à l'heure de Clubhouse, il y a d'autres initiatives, mais sur Twitch, il y a ce côté interactif et en temps réel qui fait finalement que la discussion, elle est alimentée par qui veut, d'une certaine manière. Donc, est-ce que tu as, dans ton initiative sur le cyberharcèlement, tu as constaté des dérives ou des trolls, que sais-je Quelqu'un est venu écrire Vive Donald Trump dans le chat à plusieurs reprises, mais c'est tout. Et donc, je crois que oui, ça s'est arrêté là, j'ai eu de la chance. Mais par contre, je sais que dans les Twitchers et les Twitcheuses de plus haut niveau, là, parfois, ils ont des raids de harcèlement et ce genre de choses. C'est marrant d'ailleurs, parce que le terme raid est connoté plutôt positivement sur Twitch, puisque le fait d'envoyer toute une communauté sur quelqu'un est positif, alors que dans le langage plus usuel... c'est plutôt une volonté de s'aborder, d'une l'initiative. Et tu disais, sur Twitch aujourd'hui, on a la possibilité encore d'avoir ces discussions. Tu as l'impression que sur les autres plateformes, moi à titre personnel, on en a parlé déjà ici, Twitter, c'est vrai qu'on a vraiment ressenti une sorte d'évolution, j'allais dire négative, presque toxique dernièrement. Et donc par définition, on se dit, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que ça vaut encore le coup pour une jeune élue comme toi d'aller se frotter à toute une série de personnalités Internet à Bruxelles ces derniers jours, c'est pas idéal. Mais bon, on a
Donc j'espère que les gens nous suivent toujours sur la plateforme. Et un petit signe peut-être. Un petit signe de vie peut-être de nos viewers. On va voir. Voilà, c'est revenu. Ah, Désolé, hein, voilà, c'est le retour. C'est ça. On fait bientôt justement une consultation, donc on appelle ça une commission délibérative sur la 5G, donc peut-être que les problèmes... Ah oui, alors je ne sais pas si on va vraiment lancer le sujet de la 5G, parce que là je pense qu'effectivement le raid se prépare contre nous. Donc merci aux étudiants participants, aux viewers de confirmer, donc on le voit effectivement, nous sommes de retour. Là. Alors il y a une question justement par rapport à ce que tu viens de dire. Ne pensez-vous pas, donc ça s'adresse, je suppose, à mon invité, que la judiciarisation médiatique de la liberté d'expression est à géométrie variable? Ah, ça c'est une belle question. Je ne sais pas si la personne qui pose la question fait allusion par exemple au cas du cycliste dans les Ardennes ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, moi ça fait penser à ça par exemple, un cas très concret où les réseaux sociaux donc pour l'histoire, je suppose que tout le monde se souvient, mais donc c'était cette vidéo d'un cycliste qui bouscule... Il y en a une nouvelle. Ouais, et on a une nouvelle vidéo maintenant avec un automobiliste qui bouscule un cycliste. Et c'est vrai que médiatiquement, on voit que l'explosion, et c'est typique réseaux sociaux, comme style de vidéo, c'est hyper viral, c'est court, enfin voilà, c'est l'indignation, ça fait appel à des trucs chez les gens qui les font réagir fort. Mais en effet, ça influence à certains moments aussi des décisions de justice, peut-être des fois la rapidité de traitement d'une question. Enfin, c'est assez impressionnant à quel point c'est interconnecté. Et donc je ne sais pas s'il faut craindre ou pas, mais en tout cas, clairement, ça a un impact aujourd'hui. Les réseaux sociaux et la médiatisation qui est faite sur des questions de justice, c'est clairement lié. Alors, juste pour revenir peut-être sur la question d'avant, il y a aussi peut-être le fait que dans les médias traditionnels, les médias mainstream, ou comme les Américains les appellent aujourd'hui les legacy médias, donc les médias qui disposent d'un héritage et qui sont bien sûr des institutions, on le sait, donc on pense aux services publics, on pense également aux chaînes privées en télévision. On le sait, par exemple en Belgique, il y a un cordon sanitaire pour une série de formations politiques, d'extrême droite notamment, du côté francophone, ce n'est pas le cas du côté néerlandophone. Et alors que sur les réseaux sociaux, évidemment, j'allais pas dire tout est permis, mais en tout cas, il y a une communication politique qui là peut se déployer de façon beaucoup plus libre. Donc est-ce que là aussi, tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, un mouvement de foule s'opère, notamment peut-être chez les plus jeunes, vers les réseaux sociaux, en se disant là la liberté de parole est quand même beaucoup plus garantie qu'en télévision. On a l'impression d'avoir une sorte de pensée unique qui s'installe. C'est souvent ce qu'on entend par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la liberté d'expression, la judiciarisation médiatique. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais si, tout à fait, il y a de ça. Et alors, je trouve qu'il y a aussi une double tension entre ce que les gens... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression à un certain moment que les gens attendent, à savoir de la franchise, de l'honnêteté, un peu des politiques qui sont hyper transparents, qui vont beaucoup donner, etc. Et ce côté, en fait, non, il faut ne parler que quand c'est important, la parole. Et donc, on est tout le temps un peu en ballottement, j'ai l'impression, entre ces deux dimensions-là. Et les réseaux sociaux accentuent ça super fort, parce que du coup, si vous n'avez que des communications hyper formelles sur les réseaux sociaux en tant que personnalité politique, franchement, en général, c'est pas, à moins d'être vraiment tout en haut et d'être déjà très très connu, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez justement entrer en débat et les utiliser pour débattre avec les personnes. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un peu aussi un peu de contradiction entre à certains moments ce qu'on attend et ce qui a lieu vraiment sur toutes ces plateformes-là. Et je crois que ce qui est très important en tout cas, c'est d'aborder ces plateformes-là avec humilité aussi, c'est-à-dire que et ça permet, je pense aussi, de casser un peu l'image du politique, espèce de bulle de verre comme ça, ou comme en tour de cristal plutôt, mais de vraiment se dire ok, en fait, je suis faillible, je peux prendre des fois des décisions et puis je peux me tromper, je peux revenir sur quelque chose que j'ai dit et me dire non, en fait, en effet, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux permettent ça, et peut-être du coup un peu plus de nuances dans le discours que des fois les discours qui sont hyper lissés dans les médias, où il n'y a pas ce retour-là, quoi. Des fois, vous avez quelqu'un qui va dire une bêtise sur un plateau et puis après... Justement, il y a une question qui est posée ici par une vieweuse. Et du coup, vous ne pensez pas que les réseaux sociaux banalisent en quelque sorte le message politique
pour rajouter peut-être un étage supplémentaire à cette question, est-ce qu'on n'a pas aussi une sorte d'illusion du discours politique sur les réseaux sociaux où la personnalité politique, l'élu que tu es, eh ben, elle communique aux côtés de quantité d'autres influenceurs et influenceuses de plus ou moins grande importance. Et donc, peut-être ce côté solennel du discours politique ou de la parole politique, elle a tendance à s'effacer. Tu deviens un contenu comme un autre. C'est-à-dire que ta parole se dilue dans ce discours multithématique. Donc, je ne sais pas comment tu le ressens. En fait, c'est intéressant, mais même sur la notion juste d'influence, moi, j'utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour prendre, comme un thermomètre, en fait, pour prendre une température, voir une question. Parce que les instances démocratiques, les parlements et autres, restent quand même l'endroit du débat, entre guillemets, final. Où donc, moi, par exemple, on va avoir un débat sur une question, je sais pas moi, par exemple, sur l'application Corona, pour prendre un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre. Et là, c'est entre parlementaires, mais avec toutes des conversations que j'ai déjà eues par ailleurs, en fait, qui ont enrichi la réflexion et les éléments que je peux amener. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de substitution et que ça reste quand même les instances démocratiques qui doivent rester le cœur, mais que par contre, ça permet d'envisager une question sous plein de nouvelles facettes. Et alors, l'autre chose qui me semble intéressante, c'est qu'il y a une fragmentation aussi peut-être du discours, au-delà d'une dilution, mais c'est le fait qu'en fait, beaucoup de partis utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir s'adresser à des micro-cibles. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez, j'ai l'impression, nouveau, c'est-à-dire que la voix, je sais pas moi, même d'un député ou d'une députée écolo sur une question, va un petit peu varier, on a un peu plus de polyphonie en fait. Ouais. Moi, je crois que c'est sain, parce que un parti, c'est tout un ensemble de membres, chez nous, qui vont, par exemple, débattre et trancher sur des questions de programmes politiques, mais c'est donc une multitude d'avis. Et qu'est-ce qui se passe ? Le fait d'avoir de la nuance dans le discours, d'avoir des personnes qui portent une question d'une certaine manière ou d'une autre, c'est aussi en fait la multiplicité des avis dans le parti. C'est intéressant ce que tu dis, puisque auparavant, une personnalité politique, elle avait son électorat. Oui. Donc on savait que sur une liste, lorsque tu dois constituer une liste dans un parti, tu dis on va peut-être prendre Margot parce qu'elle parle aux jeunes, elle parle aux gens sur Internet, etc. Ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que peut-être dans l'avenir, dans une formation politique, on va se dire, eh bien, il nous faudrait telle ou telle personnalité, puisque telle personnalité dispose d'une audience, on a presque d'une chambre d'écho particulière, d'une communauté à laquelle elle s'adresse, et donc cette personnalité est porte-parole soit d'une cause, soit d'une communauté en ligne, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, et elle rejoint la maison mère, la formation politique, pour apporter cette communauté, cette base d'électeurs. Et est-ce qu'on va vers ça ? Est-ce qu'aujourd'hui on a des champions qui... j'ai un exemple qui n'a rien à voir avec écolo. On a beaucoup parlé dernièrement de Dries van Langenhove, qui est donc cet élu apparenté Vlaams Belang. Dries van Langenhove, il avait sa communauté. Il avait c'est le leader, un des leaders de Shield and Brinden, on en a beaucoup parlé dans les médias, qui est une sorte d'organisation de jeunes, de scouts sous stéroïdes, on va dire, très, je dirais, avec quand même pas mal de scandales qui ont été liés dernièrement à cette initiative, et qui a rejoint le Vlaams Belang lors des précédentes élections, mais qui est arrivé avec sa communauté. Donc il a renforcé le parti et rajeuni aussi, de cette manière, l'électorat du parti en amenant sa communauté. Est-ce qu'on assiste à cela ? Là, je prends un exemple de l'extrême droite, mais est-ce qu'on assiste à une tendance de ce type, un petit peu, peut-être dans d'autres formations politiques ? Oui, je pense que c'est... j'avais jamais réfléchi auparavant, mais c'est vrai que le fait d'en parler comme ça m'évoque plusieurs exemples très concrets, en fait, et peut-être en effet aussi mon cas personnel. Moi, j'ai donc un ancrage plutôt dans le monde de la tech, numérique, etc. Et c'est vrai que quand j'ai décidé finalement, à minuit, la veille de la formation des listes chez Écolo, de candidater pour être sur les listes, c'est là-dessus que j'ai appuyé. Je me suis dit, mais en fait, on a un positionnement sur le numérique qui existe, mais qui est peut-être parfois à compléter en tout cas, et à envisager au prisme de plein de nouvelles questions de société. Et j'ai envie de porter ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'arrive avec toute une série d'idées qui sont derrière. Mais ce que je trouve qui est important, c'est d'avoir des mécanismes démocratiques aussi dans les partis qui permettent que ces questions ne soient pas juste, ou par exemple, je sais pas moi, une position A sur un sujet, c'est moi qui l'apporte parce que je suis experte en numérique et j'appuie cette position et c'est tout, mais qu'il y ait des instances, et nous on a un parlement interne chez Écolo, où on rediscute ça au prisme de plein d'autres questions. Par exemple, sur les questions numériques, il y a des questions environnementales qui interviennent, il y a des questions de démocratie, de données privées et tout ça, mais donc que ce soit à un moment donné un joyeux mélange
dans la formation des programmes politiques et autres, ce qui peut, je pense, arriver à des nuances et des trucs assez complets, quoi. Alors, pour revenir à la question justement qu'on avait juste avant, donc il y a Damien Van Arter, puisque je le reconnais, Davanac, salut. qui nous pose une question. Faut-il craindre que les GAFA, en tête de gestion des bases de données personnelles des Belges, ou bien nos propres institutions qui les traitent et les croisent de manière peu transparente, sans réel contrôle parlementaire et sans mettre le citoyen au centre des préoccupations? On peut faire toute une émission là-dessus, je crois. D'accord. Mais en effet, c'est hyper important et hyper intéressant de se dire déjà que de base, les questions numériques, c'est un peu le truc obscur. Alors, de temps en temps, il y a une personne qui, dans le Parlement, va les évoquer, mais ça reste assez des questions qui sont marginalisées, finalement, dans le débat public, alors qu'on se rend compte à quel point c'est tentaculaire et qu'en effet, ça touche tout aujourd'hui. Je sais pas, moi, par exemple, sur les questions d'éducation, on a vu à quel point ça avait vraiment changé la donne pendant le confinement. Et donc, en effet, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place et qui pourraient faire l'objet de consensus, je pense même entre les partis, mais sur les technologies qu'on utilise, sur quelle transparence on fait des mécanismes. Je me souviens qu'au moment de la sortie de l'app Corona, il y a eu une mobilisation de tout le monde du libre, duquel moi je suis proche parce que donc le libre en termes informatiques, hein, donc c'est toutes les personnes qui plaident pour la transparence des codes informatiques et autres. Ouais. Et donc il y a eu toute une mobilisation de ces acteurs-là pour dire, mais en fait, si on a une app Corona, il faut qu'on sache le code source pour pouvoir contrôler qu'il n'y a pas de justement ces croisements de données dont Damien parle, etc. Et donc je crois qu'aller, encore une fois, avec des bonnes pratiques de transparence, ça pourrait être quand même beaucoup plus positif au final. Et donc, la question de Damien, c'était aussi de savoir si en termes de gestion, est-ce qu'il faut davantage craindre les GAFA, donc les GAFA, Facebook, etc., ce que ces entreprises-là font de nos données, ou bien simplement nos institutions, donc l'État. Et on a vu qu'il y avait tout un débat, non pas seulement en Belgique d'ailleurs, mais avec les données récoltées dans le cadre justement tu parlais de l'app Corona, donc aujourd'hui, il y a toute une série de petits éléments qui changent visuellement dans la législation et qui permettent aussi aux autorités peut-être d'avoir accès à davantage d'informations sur nous, sur la manière dont nous nous comportons, dont nous respectons les gestes barrières. Oui, tout donc est-ce que là, il y a aussi peut-être des garde-fous à mettre en place et peut-être des formations politiques comme Écolo peuvent se dire, mais écoutez, là, on va trop loin. Oui. Ça, je crois que oui, en effet, c'est hyper important. Et alors, il y a une deuxième chose, hein, mais c'est aiguiser l'expertise en Belgique sur ces questions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, en termes de sécurité informatique, on a tendance à sous-traiter ça à des boîtes, parce que forcément, dans l'administration publique, par exemple, vous n'avez pas des tout grands experts à la pointe. C'est normal, chacun son job. Pour avoir travaillé longtemps dans le secteur de la mobilité et avoir, m'être arraché les cheveux à certains moments, parce que je voyais, par exemple, que les transporteurs ne faisaient pas d'open data de leurs données de transport, etc. Je me suis rendu compte, en fait, objectivement, leur métier à eux, c'est de faire rouler des bus et des trams et des métros, et c'est déjà super compliqué. Et donc, le fait d'avoir de l'expertise ici qui s'aiguise sur ces questions-là, qu'on peut écouter, auditionner au Parlement, challenger dès qu'il y a un projet qui arrive pour pouvoir les impliquer, ça permet forcément de mettre en place ces garde-fous. Et je pense que vraiment, il y a une question démocratique qui est très, très importante derrière. Le fait qu'aujourd'hui, si vous interrogez n'importe quelle personne... Bon, à mon avis, les jeunes ici qui nous regardent, ils sont plutôt sensibilisés, mais la question des données, quoi. Genre, ah oui, j'ai participé à un concours pour gagner une place pour le concert de Mika, c'était gratuit, etc. Mais non, en fait, tu as donné ton email, tu as donné ton âge, tu as donné un truc, donc c'est pas totalement gratuit. Donc voilà. Et aujourd'hui, il y a des lobbies qui existent, notamment au niveau européen. Le travail de l'EDRI, par exemple, si vous avez l'occasion de regarder, c'est un peu technique, mais c'est intéressant. Sur justement des bonnes, ce dont Damien parle, mais des bonnes pratiques et des balises pour ces questions. Il y a une question qui englobe un peu ce qu'on vient de dire. Vous ne pensez pas que le politique devient de plus en plus technocratique, démocratique? Alors là, je pense que peut-être qu'il y a une petite méprise, quoique la technocratie, évidemment, c'est encore autre chose, mais parce qu'il y a l'aspect technique à la fois, donc ça, c'est encore autre chose, les technologiques dont tu parlais, mais technocratique, c'est plutôt, encore une fois, le recul du citoyen dans le dispositif, de dire le citoyen, finalement, maintenant, dans la gestion, par exemple, de crise sanitaire, on ne le consulte pas réellement sur les décisions qui sont prises au niveau de l'État, au Codeco, il n'y a pas de vote, d'ailleurs il n'y a pas de transparence, donc ça aussi c'est un problème. On a vu d'ailleurs que des élus et même des ministres de ta formation se sont un petit peu plaints de ce mode de prise de décision. Est-ce que là aussi il n'y a pas un manque criant de participation, de transparence dont on parle depuis tout à l'heure? Moi, je crois qu'il y a une triangulation qui doit s'établir avec un équilibre entre des citoyens et des citoyennes, des personnalités politiques, des députés, parce que c'est quand même
un métier, on apprend le fonctionnement des institutions, etc. C'est quand même un truc enfin, je suis en plein apprentissage, hein, donc je le dis avec toute l'humilité que ça peut avoir. Et alors, un troisième point qui est en effet les experts. Je peux donner un petit exemple concret. Donc, à Bruxelles, on a lancé la semaine dernière ce qu'on appelle des commissions délibératives. Et donc, l'idée, c'est une assemblée de citoyens tirés au sort par ministre. Donc il y a tout un mécanisme, si vous voulez des infos sur comment ils ont fait pour réduire les biais, c'est en ligne notamment, et c'est disponible sur le site démocratie.bruxelles, je pense. Mais donc il y a des citoyens tirés au sort, il y a des parlementaires et il y a des experts académiques, des experts techniques. Et donc il y a tous des débats qui vont avoir lieu sur la question de la 5G. Et donc ça, je pense que c'est un bon équilibre et une bonne triangulation. C'est une première mondiale, c'est la première fois qu'on fait ce type de process. Je crois que ça va être ajusté aussi. Mais là, par exemple, je trouve que c'est un bon équilibre qui peut exister. Et en plus, sur une question comme la 5G qui clive super fort, à mon avis, c'est intéressant d'avoir tous ces acteurs-là autour de la table. Alors d'abord, il y a une intervention qui est assez drôle, puisque on dit si tu fais un concours pour le concert du Mika, il faut assumer. je suis assez d'accord. Mais bon, ça, c'est un avis tout à fait personnel. Alors, on va tenter encore d'ajouter un niveau de complexité supplémentaire à notre échange, puisqu'on va tenter de rentrer en contact avec Baptiste Buidin. Et Baptiste Buidin, il est donc responsable d'une initiative de démocratie locale, de participation citoyenne. Et donc, justement, on parlait de la participation en ligne, mais il y a quand même des choses qui se font aussi au niveau du terrain. Et notamment dans la commune de Watermal-Boisfort. Donc, est-ce que tu nous entends, Baptiste ? Je ne vous entends pas, donc je vous vois, mais je ne vous entends pas, malheureusement. Est-ce que tu nous entends ? Voilà, là, je vous entends. Voilà, parfait. Voilà, écoute, là, on est en direct, sans filet, comme toujours. Donc, Baptiste, on va te laisser peut-être nous parler un peu de cette initiative au niveau local. On a beaucoup parlé de la participation en ligne, on va y revenir juste après. Mais donc, qu'as-tu mis en place ou qu'est-ce qui est en train de se mettre en place actuellement au niveau local à Bruxelles et notamment dans la commune de Watermal-Boisfort ? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité à parler de ça. Donc, en fait, effectivement, moi, je pense que le niveau local, c'est un super niveau pour faire de la démocratie participative parce que c'est le niveau qui est le plus proche des gens. Donc, on parle de sujets qui sont très concrets, qui sont proches d'eux. Et puis, en général aussi, l'avantage, c'est que ça se fait avec moins de gens. Parce qu'une commune, c'est pas une région comme Bruxelles, il n'y a pas 1 million d'habitants. À Watermal-Boisfort, il y a 25 000 personnes. C'est des chiffres qui sont plus faciles à gérer. Et donc, c'est aussi un terrain de jeu parfait pour les gens qui mettent en place des processus participatifs parce que, par exemple, pour le sujet qui m'intéresse, je vous parlais beaucoup du budget participatif, mais le budget participatif, c'est quelque chose qui est né dans une commune au Brésil qui s'appelle Porto Alegre en 1989 parce que le maire là-bas voulait trouver un nouveau système d'intégrer les citoyens à la politique locale et c'est le système qu'il a trouver, c'est-à-dire en fait quelque part donner une partie des cordons de la bourse aux citoyens, ce qui est quand même un acte politique fort. Et donc ça reste un terrain de jeu très très privilégié pour ça. Et ensuite pour des expériences qui peuvent être éventuellement déclinées à des niveaux de pouvoir politique supérieur, comme au niveau régionaux ou au niveau nationaux, comme on l'a vu d'ailleurs, hein, parce que les systèmes de commission délibérative, c'est vrai que c'est une grande première de le faire à un niveau régional avec un parlement bruxellois qui s'engage sur cette voie-là, mais c'est des choses qui par ailleurs ont déjà été vues dans des communes sur des plus petits sujets. Moi, j'avais travaillé notamment à Saint-Gilles, ils avaient mis en place des commissions identiques sur des sujets, je ne me rappelle plus très bien lesquels, mais sur des sujets de propreté, je pense, ou d'aménagement du territoire qui sont très concrets là et qui sont super intéressants parce que de nouveau tirage au sort et donc des gens qui n'ont pas forcément d'expérience politique, qui se retrouvent plongés dans le bain et qui apprennent comme ça la politique. Et donc, nous, à Boisfort, pour présenter un cas précis, donc on a lancé, enfin, ils ont lancé, puisque c'était l'année dernière, un budget participatif donc qui permet en fait aux citoyens de proposer des projets. Ensuite, ces projets sont évalués d'une part par le collège et d'autre part par l'administration communale. Et ensuite, ces projets-là sont soumis au vote en fait de l'entièreté de la population de la commune. Et donc, c'est les projets qui recueillent le plus de voix qui sont choisis pour être réalisés ensuite dans l'année qui suit
théoriquement la sélection. Et donc, il y a un budget de 110 000 euros qui est attribué pour réaliser ces projets-là. Donc, c'est pas un énorme budget, mais c'est quand même pas mal par rapport à ce qui se fait en moyenne aujourd'hui à Bruxelles. C'est un beau budget. Et donc là, ce qui est très chouette, c'est que cette année, on a fait la 2e édition de ce budget participatif qui a rencontré un grand succès et qui s'est terminé vendredi dernier. Donc, c'est bien parce que je peux vraiment vous donner les résultats en direct. Et donc, on a vu que d'une édition à l'autre, en fait, en gros, on a pu doubler le nombre de projets déposés, on a pu doubler le nombre de participants qui ont voté. Donc maintenant, on a eu 2500 votes, ce qui pour une commune comme Boisfort est vraiment chouette parce qu'en fait, ça veut dire qu'à peu près 10% de la population a voté, ce qui est du coup un très beau score. Et avec des très chouettes projets qui ont été présentés. Et quelque chose qu'on remarque, c'est que c'est les projets qui promeuvent le plus la cohésion sociale et le bien commun qui sont in fine choisis par les citoyens. Et donc, il y a quand même là, on voit d'autres choses qui émergent grâce à ces projets-là. Et l'avantage aussi d'une démarche comme celle-là, qui dure longtemps, parce qu'en tout, le processus dure 3 mois, c'est que ça permet aussi aux citoyens, quelque part, au-delà des projets, de faire remonter des problématiques qui les touchent ou qui les intéressent particulièrement et que le politique ou l'administration n'a pas forcément vu venir. Donc, on a eu des citoyens qui ont proposé des projets, mais on a aussi des citoyens qui nous ont parlé de problématiques d'entretien d'espace public ou des choses comme ça. Et donc, c'est des choses qu'on a pu régler autrement qu'avec le budget participatif en ayant les bons moyens d'action dans l'administration. Donc ça, c'est des choses qui existent à Boisfort. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, on a parlé des commissions délibératives. On peut effectivement sélectionner des panels et les faire travailler sur des sujets précis ou non. Et donc, ça, c'est des choses qui sont assez chouettes. Et c'est vrai qu'on voit, enfin, moi, je l'ai observé beaucoup, une émergence de toutes ces processus participatif qui commence vraiment à coloniser un peu tous les niveaux de pouvoir, puisque que ce soit au niveau communal, au niveau régional, même au niveau fédéral, maintenant la Chambre a ouvert aux citoyens la possibilité d'interpeller le Parlement. Donc, c'est quand même une grosse initiative aussi. Et donc, c'est intéressant de voir que tout ça commence vraiment à se diffuser largement. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est justement par rapport au digital, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. En l'occurrence, au niveau local et pour Boisfort, ce budget participatif a en partie aussi été porté par une plateforme digitale. Néanmoins, moi, j'ai remarqué dans mon expérience directe que si on n'avait pas aussi proposé un dispositif de participation via le papier, en fait, on aurait touché beaucoup moins de gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément accès au digital et je pense particulièrement aux personnes âgées ou aux publics les plus précaires qui n'ont pas forcément le matériel en fait à disposition. Ou s'ils ont le matériel qu'ils ne savent pas forcément l'utiliser pour se connecter à une plateforme qui n'est pas forcément non plus une plateforme habituelle, c'est pas Facebook ou c'est pas Twitter. Justement, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'in fine, on apprend à les utiliser pour plein d'autres raisons et que donc quand on nous demande de participer dessus, c'est très facile, on connaît déjà les règles. Avec des processus plus complexes où on a besoin de vérifier l'identité des gens, c'est d'autres apprentissages et donc là, on peut perdre certains en cours de route. Et donc, moi, je pense que pour la participation, vraiment, le mieux, c'est d'avoir une complémentarité entre le digital et des moyens de rencontre ou de participation en présentiel ou en physique, on va dire ça comme ça, pour pouvoir vraiment avoir une assise large. Parce que moi, un truc dont je suis convaincu, et le budget participatif et toutes les expériences que j'ai eues en participation l'ont prouvé, c'est que la participation, c'est vraiment le meilleur moyen aussi, certes, de reconnecter les gens à la politique, mais de reconnecter les gens entre eux aussi. Faire que des gens qui se sont jamais parlé, qui ont jamais discuté entre eux, échangent autour d'un sujet et finissent par échanger autour de plein de sujets et donc adopter un autre point de vue que le leur dans des problématiques sociales et politiques. Donc voilà, ça c'était… Baptiste, si tu nous entends, donc Oui. on a une question et je pense Oui. que je vais la poser pour ne pas trop monopoliser non plus la séance Zoom. Comment est-ce que vous faites pour apprendre, pour initier les citoyens à ces dispositifs, hein? Donc la question, c'est comment apprenez-vous, entre guillemets, la politique aux gens qui ne s'y connaissent pas? Est-ce que vous le faites de manière neutre? Bon, une commune, c'est bien sûr géré également par des forces politiques, voilà. Donc, et comment ne pas influencer les participants dans une direction ou dans une autre? Donc, est-ce qu'on a affaire à un organe indépendant qui organise
Tu viens de parler tout à l'heure de l'initiative en ligne digitale, ou est-ce que finalement c'est la commune qui se charge de la mise en place du dispositif et de la formation, et de l'information et de la formation? Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que par rapport au fonctionnement d'une commune, on a effectivement le personnel politique avec un collège, avec les échevins, le bourgmestre, et puis un conseil avec des conseils communaux, qui est un peu le parlement de la commune, et le collège étant le gouvernement. Et ensuite, il y a l'administration. L'administration est censée être neutre. Donc moi, faisant partie de l'administration, je ne fais pas partie d'un parti politique. J'ai pas, voilà, je suis évidemment en lien avec l'échevine qui est en charge de la participation, mais c'est deux choses qui sont séparées. Et donc, on a ce devoir en tant que fonctionnaire d'être neutre par rapport au sujet qu'on traite. Et donc, pour répondre à la question de manière plus précise, donc effectivement, on a été aidé par une association qui s'occupe de mettre en place des dispositifs de participation pour la mise en place. Donc ça, c'était surtout l'année dernière. Moi, je n'étais pas encore là à ce moment-là. Pour ce qui est de la plateforme, c'est une plateforme qui est en fait développée par par BOSA, donc qui est le SPF lié au digital et qui met en place toutes ces plateformes en ligne et tous les services digitaux de l'État, en fait. Et donc, voilà, c'est chaque fois des gens extérieurs, mais in fine, c'est moi, en fait, qui va mettre en place l'information, la communication et qui va expliquer aux citoyens, au téléphone, par mail, peut-être en direct, comment fonctionne la plateforme, qui va les aider à participer, en fait, simplement. Donc, mais moi, je n'ai pas un rôle politique là-dedans. Donc, moi, j'ai influencé personne dans le vote, par exemple. Je n'avais pas, évidemment, j'avais des préférences personnelles, mais c'était pas à ce moment-là mon rôle de les communiquer et de faire participer les citoyens dans ce sens-là. On va peut-être te poser une dernière question, Baptiste. Ouais. Il y a une question qui apparaît également sur Twitch. Ne pensez-vous pas que les initiatives donc de démocratie participative et du budget démocratique peuvent basculer dans certaines communes vers des projets plutôt communautaristes? Donc, on parlait tout à l'heure des audiences et des communautés qui pouvaient se former en ligne, mais on a également le même phénomène sur le terrain. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir éventuellement une initiative portée par une communauté? Voilà, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé lorsque vous avez mis en place ce projet? Mais en fait, alors, moi, de nouveau, j'étais pas là à la genèse parce que c'était l'année dernière, je travaillais pas encore à cet endroit-là, mais je sais que ça a été une question qui s'est pas mal posée. En fait, ils l'ont pas tellement résolu a priori, mais a posteriori, comme je disais, on s'est rendu compte qu'en fait, les projets qui passent sont des projets qui ne concernent pas juste un quartier ou juste une communauté, c'est des projets d'ensemble parce que, in fine, comme ensuite on demande à toute la population de voter, et ben en fait, il faut recueillir quand même beaucoup de votes pour passer. Et donc, en général, une campagne, même très structurée dans un quartier, va pas suffire. Et donc, on avait, par exemple, à Boisfort, il y a des quartiers qui sont très forts, avec des identités de quartier très, très déterminées. Et donc, il y avait du coup des projets qui étaient très ancrés dans un territoire spécifique de la commune, avec donc une communauté qui s'organisait autour de ces projets-là. Et au final, on a vu que, à l'exception d'un projet, il n'y en a aucun de ces projets-là qui a réussi à passer. Parce que, en fait, les autres ont juste réussi à mobiliser l'ensemble de la population et pas juste une communauté spécifique. Mais c'est un risque, hein, c'est clair. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a pas de secret. Mais en l'occurrence, de manière empirique, je peux répondre que ce n'est pas un si grand risque que ça. D'accord. Margot, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, tu veux intervenir? Mais j'aime beaucoup quand, bah déjà, remercier pour la présentation, c'était très intéressant et c'est vrai que j'ai suivi de loin le projet à Boisfort et c'est un beau projet. Mais c'est vrai que c'est un risque et j'aime bien quand la pratique répond à ce genre de risque en disant, mais en fait, non, ça n'a pas lieu. Donc, c'est toujours assez chouette parce que ça permet de prouver en effet qu'une question, bah voilà, on s'est peut-être un peu emballé quand on y a réfléchi. Cependant, il y a quand même pas mal de balises, hein, je pense, qui peuvent être mises aussi. Allez, je sais que dans la sélection même des projets qui peuvent avoir lieu, même dans des subsides et autres, hein, qui sont finalement un peu le même type de mécanisme, ben, il peut y avoir un genre de cahier des charges avec voilà, à qui ça profite, etc. Mais en effet, je crois que c'est voilà, quelque chose qu'on doit garder en tête dans l'évolution des projets, mais jusqu'à présent, ça a l'air de tenir la route et d'être plutôt positif. Voilà, eh bien, merci beaucoup Baptiste Budin, donc de la commune de Watermal-Boisfort, pour nous avoir parlé de cette initiative. J'avais également, c'est une information pour les étudiants, mis de la documentation sur cette initiative qu'ils peuvent trouver sur notre plateforme, donc Learn, qui est la plateforme de l'IEX. Mais donc, un grand merci Baptiste et à bientôt. Ben oui, merci à vous en tout cas. Merci. À bientôt. Voilà, mais donc,
Un exemple, je pense, très concret, pour le coup, qui aussi a l'avantage de peut-être d'aller au-delà de certaines limites technologiques et techniques dont on parlait tout à l'heure. Moi, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, et puis avant de passer au deuxième sujet, on va bien sûr voir s'il n'y a pas d'autres questions qui se posent, qui sont posées par les viewers. Mais on sait qu'Ecolo, comme parti politique, c'est un parti où il y a beaucoup de débats, de discussions en interne. Et souvent... C'est une réputation, moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, déjà, c'était un sujet dont on parlait. On disait, ah là là, Ecolo, avant qu'ils prennent une décision, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux, etc. Oui. Comment tout ça fonctionne aujourd'hui, puisque toutes ces discussions, elles sont de plus en plus, je dirais, portées vers l'extérieur. Oui. On sait aussi que peut-être les jeunes militants, les jeunes sympathisants sont peut-être engagés dans d'autres causes qui ne sont pas forcément répercutées en interne dans les partis politiques. Est-ce que tu as pu, toi, voir une évolution de cette démocratie interne au sein de ta formation politique ces dernières années? Ou est-ce qu'on est toujours dans cette démocratie, les Allemands parlent de la basis-démocratie, donc cette démocratie des militants qui prend le dessus sur toute forme de décision, même stratégique, de la part d'une formation politique comme Ecolo? Mais c'est marrant parce que c'est vraiment profondément dans l'ADN, si bien qu'un des livres fondateurs de l'écologie politique, c'est La démocratie comme projet de Benoît Lechat. Et donc c'est vraiment un truc qui est ancré. J'essaie de réfléchir un peu à pourquoi c'était aussi fort. Je pense qu'il y a 3000 raisons, mais notamment le fait que l'écologie politique est née ici en Belgique de la convergence de plein de mouvements citoyens et de citoyens et de citoyennes, et que du coup, à un moment donné, il a fallu que des militants mobilisés sur les questions nucléaires rencontrent des environnementalistes qui défendaient la biodiversité, et que tous ces gens puissent, dans un parti politique, faire entendre leurs préoccupations diverses. Et après c'est vraiment ma vision à moi, mais j'ai l'impression que c'est aussi ça qui a créé ce côté on discute beaucoup. Alors c'est vrai que c'est souvent à travers, parce que pour la blague, en interne de chez Ecolo, c'est souvent on dit ah ouais, quand il y a une question qui se pose, comment est-ce qu'on va arriver à trouver le chemin rapide pour y répondre, mais en fait ce sont des balises qui sont plutôt importantes et intéressantes à garder même dans l'ADN des partis et dans leur fonctionnement. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret, la nomination des ministres par exemple. C'est un truc, chaque parti a un peu ses recettes. Chez nous, c'est une proposition qui est faite de divers organes, mais donc disons de la direction politique, de la coprésidence, etc. Et comme cette décision est mise à l'approbation des membres, en fait, il arrive que les membres disent non, et que donc une personne ne puisse pas être nommée ministre, mais que ce soit une autre qui vienne à la place. Et donc c'est vraiment très très... ça crée des fois beaucoup de débats. La presse aime bien parler de ça parce que ça fait un peu people, mais ça reste essentiel pour nous parce que c'est dans notre ADN, c'est écrit comme ça, et parce que on a envie que les représentants qui accèdent à des postes tels que des ministères, qui sont quand même des hauts postes, convainc finalement la base militante de l'intérêt. C'est pour ça que par exemple on a des fois ce qu'on appelle les candidats d'ouverture, donc c'est des personnes qui n'ont pas de carte de parti, qui ne sont pas du tout dans le giron écolo en termes de toute notre popote interne comme on dit, mais qui vont par exemple être poussés pour être ministres, et en général ça fait l'adhésion. On a Céline Tellier en Wallonie par exemple, qui elle est plutôt une experte des questions environnementales, qui n'était pas chez Ecolo auparavant. Mais donc je pense que c'est important de garder ces trucs-là vraiment inscrits avec des balises, des garde-fous. Ça permet de se protéger d'une série de dérives qui pourraient avoir lieu. Et surtout, un nouveau, c'est le côté transparence, quoi. Quand on sait comment un point de programme arrive au final dans un parti, c'est hyper intéressant aussi pour les gens. Parce que ça veut dire, mais en fait, moi, si j'ai envie de peser, si j'ai envie que Ecolo se positionne d'une telle manière sur un tel sujet, mais en fait, je vais m'investir, je vais participer à ce qu'on appelle des commissions, donc des focus group sur la question. Et c'est positif aussi, je pense. Alors justement, tu parlais de l'origine d'Ecolo, donc en Belgique notamment, avec cette convergence des antinucléaires, etc. Oui. On est en 2021. Oui. Comment est-ce que toi, en tant qu'élu écolo, tu définirais aujourd'hui l'écologie politique? Je dis ça et je te pose la question parce qu'on a abordé l'écologie politique dans je dirais toutes ces familles qui se revendiquent de l'écologie politique. On a vu qu'il y avait effectivement différents courants, différents mouvements. Et comment Ecolo aujourd'hui pourrait définir l'écologie politique? Donc moi, ce qui m'a toujours semblé être vraiment la coupole et l'horizon partagé, c'est le fait de prendre des décisions aujourd'hui
en considérant les générations futures. Et donc il y a un aspect toujours assez long terme qui, je pense, était déjà là à la genèse du projet et qui maintenant s'exprime dans toutes les thématiques en fait. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'était pour des décisions telles que le nucléaire ou autres que ces balises sont nées. Mais aujourd'hui, même quand on parle d'économie circulaire, donc c'est un principe qui commence à s'appliquer vraiment à toutes les couches finalement de sujets liés à la société d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'abord. Et puis, le fait d'avoir pu faire le lien, et ça, j'ai l'impression que c'est très actuel, mais aussi, comme je ne suis pas dans la vie politique depuis très longtemps, j'ai sans doute des biais à ce niveau-là, mais c'est de faire se rencontrer en fait une écologie, disons, environnementaliste avec une écologie qui est aussi sociale. Et donc, le fait d'avoir finalement le socialisme qui n'est plus le monopole de certaines autres formations politiques, mais d'avoir du social dans l'écologie et de l'écologie dans le social, et d'avoir aussi, parce que je vois que quelqu'un parle de libéralisme, oui. Mais d'avoir aussi des questions de libéralisme qui viennent. Et je crois que ça a fait un petit peu exploser c'est toi l'expert des questions, mais ça a un peu fait exploser le schéma habituel qu'on a par rapport aux partis. Et donc c'est toujours assez interpellant de voir à quel point finalement les questions se sont déplacées. Et j'ai l'impression que le cœur de tout ça, ça reste en fait l'écologie en termes... c'est le cœur, et puis alors il y a les questions de liberté, les questions de sociales qui viennent se greffer autour. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui justement que les élus et les personnalités issues de l'écologie, plutôt j'allais dire les ministres et secrétaires d'État, oui, ou les élus aujourd'hui dans les différents parlements, s'emparent davantage de sujets sociétaux, oui, que de sujets liés à l'écologie? C'est quelque chose peut-être qui a évolué au fur et à mesure des engagements, tu en parlais tout à l'heure, mais j'ai aussi parfois l'impression qu'on parle plus peut-être de diversité, de la défense des minorités, des questions liées au LGBTQI, que finalement de la protection des arbres et de la nature et des petits oiseaux. Donc est-ce qu'on est encore, je dirais aujourd'hui, dans une écologie je vais prendre un exemple, beaucoup de gens aujourd'hui vont voter écolo parce qu'ils se disent, moi, évidemment, c'est la protection de l'environnement qui prime, mais ils n'ont pas forcément signé sur tous les autres sujets qu'aujourd'hui, écolo ou d'autres formations écologistes en Europe, on pourrait citer Europe Écologie des Verts en France, défendent. Donc est-ce que tu vois aujourd'hui une sorte, je dirais, de plateforme où se rencontrent toute une série de causes et de valeurs? Et comment est-ce qu'on peut encore faire en sorte que l'écologie politique, vraiment le cœur, comme tu disais tout à l'heure, l'ADN du parti, l'ADN vert du parti, ressorte de tous ces engagements? Et alors il y a un autre élément que j'ajoute à ton propos, mais c'est aussi le fait que tous les autres partis maintenant s'approprient les thématiques écologiques. Tu parlais d'écologie et de socialisme. L'écosocialisme, c'est notamment quelque chose qui a été porté, je me souviens, je pense qu'il y avait une sortie de Loreto Koelling il y a quelques années sur le sujet, donc d'autres formations politiques, le parti et également la croissance verte, le libéralisme. Donc il y a une question, effectivement, pensez-vous qu'il existe un point de convergence entre écologie politique et libéralisme? On sait qu'aujourd'hui toutes les formations politiques, Marine Le Pen en France, elle parle d'écologie patriote, c'est pour je ne vais pas adhérer. Voilà, mais simplement, effectivement, y a-t-il encore un monopole de l'écologie chez Écolo? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à justement mettre en avant d'autres causes qui ne sont pas forcément liées à cet ADN vert de départ et qui risquent un peu là aussi de diluer le message? Oui, mais après sur le monopole de la question, je pense que les années qui ont précédé, où on voyait déjà beaucoup d'autres partis se positionner sur la question, et la lenteur avec laquelle les choses avançaient, montre quand même que quand, par exemple, on a une ministre de l'Environnement et du Climat au fédéral qui force tous les autres ministres à avoir une feuille de route climat avec des engagements, etc., ça va un peu plus vite, on va dire, que juste de la déclaration d'intention. Et donc, je pense que notre force, en tout cas, c'est de systématiser cette approche-là, quoi. Et donc, du coup, d'avoir pour quasiment toutes les questions de notre société cette triangulation entre les individus, donc les citoyens et les citoyennes, l'environnement, la nature, la planète, tout ce qui nous entoure, et la société et la vision d'ensemble, si je puis dire. Et ça, je crois qu'on a développé, c'est pas mon parti, mais l'écologie politique s'est développée avec une vision équilibrée sur à peu près tous les sujets, en fait. Et c'est vrai que sur les questions, par exemple, d'égalité des chances, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ou même sur le numérique, on se dit, mais c'est quoi le lien entre... Mais en fait, la façon d'appréhender ces sujets-là, elle peut être profondément en lien avec l'écologie politique. Le numérique, par exemple, si on regarde dans notre parti, c'est plutôt, je caricature volontairement, mais la technologie va nous sauver, notamment des problèmes liés aux enjeux climat. Ce qu'un écologiste va dire, c'est, en fait, le numérique et la technologie, quand elle se développe, elle le fait
un peu sans balise, et donc elle peut avoir contenir des écueils, par exemple les questions de données privées dont on a parlé, les questions de sécurité, d'environnement également. Et donc je crois que ce qui nous caractérise, c'est le fait de remettre toujours en tension ces trois dimensions-là. Et je pense qu'au final, une décision aussi sur des sujets beaucoup plus sociaux a de l'importance aussi pour des questions écologiques, quoi. Je vais prendre un exemple très concret, mais moi je travaille beaucoup sur les questions de fast fashion et donc comment la mode peut devenir éthique. Quand on voit aujourd'hui que donc, ça consomme beaucoup d'eau de faire tous ces vêtements à usage unique, comme je les appelle, à l'autre bout du monde, qu'en général c'est des personnes qui n'ont pas de droits sociaux qui les font avec des salaires de misère, voire des enfants, ou des Ouïghours, puisque c'est un peu le sujet de l'actualité. Mais on voit qu'il y a en fait tout le temps une tension entre les deux sujets qui sont sociaux et environnementaux. Il y a un truc que je trouve intéressant, mais je ne sais pas si vos étudiants sont intéressés par la thématique, mais c'est ce qu'on appelle l'écoféminisme. Donc moi, je me reconnais très très fort dans cette question-là. Et en fait, c'est une conception, on prend un peu de hauteur, c'est beaucoup moins concret, mais c'est une conception de la société où en fait les mécanismes notamment du capitalisme et de tous ces mécanismes économiques qui à un moment donné exploitaient la nature, les hommes et toute des forces de travail à un moment donné en bafouant des droits fondamentaux, mais en fait ça se répercute aussi chez la domination des minorités, la domination des femmes dans la société, et donc il y a toute cette question-là qui est un peu qui se retrouve fortement dans l'ADN d'écolo. C'est l'écologie intersectionnelle en fait. Voilà, si on veut. Mais ça fâche trop ce terme pour le moment, j'essaie de ne pas le dire. Mais... Non, mais c'est intéressant de voir que finalement, quel serait alors pour toi, par exemple, juste dans ton engagement politique, quelles seraient vraiment les causes, si on parle d'intersectionnalité écologiste? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu t'engages qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs à l'écologie politique telle que s'imaginent les gens, et que tu ramènes quand même et que tu conjugues à l'écologie? Tu as parlé de l'écoféminisme, tu as parlé de la fast fashion. Je trouve ça intéressant de donner des exemples concrets. Qu'est-ce qu'il y aurait comme sujet? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais si, les sujets qui vont peut-être intéresser plutôt les étudiantes qui nous écoutent, mais tous les sujets liés à la santé des femmes. C'est quoi le lien, par exemple, entre des questions de santé et des questions d'écologie? Mais en fait, aujourd'hui, dans notre société, la façon qu'on a de traiter ce que j'appelle donc la santé des femmes, et donc qui est toutes les questions de menstruation, les questions de corps biologique des femmes, est hyper chargée du poids du passé, où par exemple, on considère souvent le corps des femmes comme un appareil reproducteur, et donc il faut pas être stérile, il faut prendre la pilule pour contrôler sa fécondité, etc. Mais on n'aborde peu ces questions avec un truc un peu plus, une vision un peu plus générale en fait. Sur les naissances, ça se pose aussi, la façon qu'on a de mettre les gens dans des hôpitaux pour accoucher et de finalement pathologiser les accouchements. Ça aussi c'est une question écologiste finalement, parce que c'est la place en fait des citoyens et des citoyennes dans un process de santé par lequel beaucoup de personnes passent dans notre société, et la façon qu'on a d'amener cette question-là, ça aussi ça fait partie des... Et est-ce que vous abordez ces sujets avec d'autres formations politiques? On est en Belgique, donc par définition, il n'y a aucune formation qui peut imposer son programme. Donc lorsque vous négociez des accords de gouvernement, que ce soit au niveau bruxellois ou au niveau fédéral, est-ce que vous dites, voilà, nous on arrive avec ces sujets autour de la table, on estime que l'écologie politique en 2021 c'est ça, et mettons-nous d'accord sur ces sujets. Donc toi tu es donc élu à Bruxelles. Est-ce que dans ce processus justement de négociation dont on a beaucoup parlé dans le cours également, est-ce que c'est quelque chose qui a été très important pour Écolo de dire voilà, est-ce que par exemple y a-t-il des sujets sur lesquels Écolo a été intransigeant dans cette négociation? Il y en a un, c'est les questions de bonne gouvernance, de décumul et de transparence. Ça c'est vraiment le truc, parce qu'en fait on estime que dès qu'on accède au pouvoir, il faut absolument changer ça, parce que c'est dans notre vision mais un peu la base de tout. Et donc et c'est marrant parce que même parfois quand ça se trouve dans un accord de gouvernement, le moment où il faut l'appliquer, tout le monde freine un peu, et donc je crois que là c'est vraiment ça, c'est un truc sur lequel et donc concrètement l'idée du décumul, c'est que tu ne peux plus être député échevin ou bourgmestre par exemple. Donc c'est une personne, un mandat, donc ça paraît simple comme ça, mais ça permet en effet, déjà en termes de rémunération, même s'il y a des plafonds, etc., mais d'avoir des choses qui sont un peu plus réalistes, disons. Et puis c'est surtout en termes d'engagement et de responsabilité, parce que personnellement, je ne me vois pas faire un autre job à côté de celui que je fais au Parlement. Et donc c'est assez dingue de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est encore... Et c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les gens. Et on pourrait se dire, mais c'est
quoi le lien avec l'environnement? Parce qu'en effet, c'est quoi? Mais en fait, c'est le processus de prise de décision qu'on essaye d'assainir pour que justement, après, on prenne des décisions davantage pour les générations futures et un peu moins pour le jour d'aujourd'hui, dans des optiques électoralistes et de succès plutôt personnel. Est-ce que ça ne risque pas, alors c'est une question un peu, oui, vas-y. un peu piège, est-ce que ça ne risque pas d'hypertrophier, de grossir le nombre d'élus, puisqu'on a beaucoup parlé des différents niveaux de pouvoir en Belgique, de la lasagne institutionnelle, on s'y retrouve pas vraiment en tant que citoyen. Si vous mettez en place un décumul, on va avoir encore plus d'élus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là? Est-ce que, en gros, cette volonté de décumul et de transparence, de bonne gouvernance, elle ne s'accompagne pas obligatoirement d'une reconfiguration? Je ne sais pas si tu as vu sur Internet, sur Twitter, le hashtag #ResetBelgium. Voilà, est-ce qu'on n'est pas forcé d'aller vers cela? Sinon, on va se retrouver avec encore davantage pléthore effectivement d'élus. Si, d'office, et je crois qu'il faut une réflexion même, c'est en cours, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu, mais qui me dépassent pour le coup, parce qu'en plus je ne suis même pas une experte de toutes les questions de fédéralisation, de régionalisation, etc. Mais qu'en effet, il y a une... J'aime pas le mot rationalisation parce que ça donne toujours un peu l'impression qu'aujourd'hui on fait les choses avec des raisons. En fait, il y a tout un passé qui fait qu'aujourd'hui les parlements sont organisés tels qu'ils le sont. Mais par contre, en effet, déjà un truc sur le décumul, hein, mais il y a des fonctions où je comprends la crainte d'avoir des postes, des personnes qui sont 2 personnes au lieu d'une. Mais par exemple, quand on est bourgmestre d'une commune, bon sang, c'est un truc, quoi. Ce dont on vient de parler sur une commune comme Watermal-Boisfort qui a 25 000 personnes, il y a quand même des grosses communes à Bruxelles. Pour le coup, le bourgmestre de Watermal ne cumule pas, mais bon, voilà. Mais c'est quand même inquiétant de se dire qu'en plus, après, ça crée en plus dans les parlements, je trouve un truc un peu désagréable, ou alors on a un échevin ou un bourgmestre qui est là, mais qui plaide du coup pour sa commune. Mais donc, c'est un peu aussi... on parlait de communautaire, mais ça fait un peu communautaire aussi. Alors, on ne va pas embêter tout le monde avec la politique bruxelloise, c'est très particulier, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, on ne comprend pas toujours, puisqu'on a à la fois les bourgmestres qui ont un pouvoir quand même encore très important, très et puis Bruxelles est une région. Tu es une élue, tu es députée bruxelloise. Est-ce que là aussi, il n'y a pas peut-être vocation à aller vers plus de, j'allais pas dire de rationalisation, mais en tout cas plus de simplification? Alors l'exemple que tout le monde a en tête, c'est lorsque je sors de chez moi, le trottoir est géré par un niveau de pouvoir, la voie est gérée par la propreté encore par un autre niveau de pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose à faire peut-être? Mais si, et alors c'est rigolo parce que même en tant qu'élu, parfois, j'ai essayé de travailler sur les questions de l'éthique dans la publicité en rue. C'est une compétence, il y a du truc au fédéral, il y a des trucs à la région, c'est hyper morcelé. Donc c'est dingue de se rendre compte qu'en fait, en effet, il y a, je pense, des dysfonctionnements, mais ça, c'est pas un gros mot, je pense que c'est normal, c'est un système qui existe depuis un certain nombre d'années, et donc voilà. Et c'est clair que le fait d'avoir une réflexion sur comment les compétences sont morcelées, ça reste assez... ça reste une bonne idée. Nous, ce qu'on a plaidé, et c'est pour ça que je ne peux pas dire beaucoup plus sur comment on voudrait que ça fonctionne, c'est pour qu'il y ait justement de la consultation citoyenne qui soit faite sur la question. Alors ça embête tout le monde parce que du coup, on ne peut pas dire « Ah voilà notre grand projet pour la Belgique, nanana ». Mais voilà, je pense qu'il y a des constitutionnalistes, il y a des experts dans tout notre pays qui est déjà devenu bien en effet compliqué, qui pourraient en fait prendre part à cette réforme de l'État-là. Il y a une question qui nous ramène à l'écologie politique justement, et peut-être à cette volonté à un moment donné de certains citoyens ou certaines personnes qui sont engagées historiquement d'ailleurs dans le parti, de recentrer vos combats vers je dirais ce que le commun des mortels comprend sous le vocable écologie politique. Et une question ici qui porte sur ce point: ne pensez-vous pas que l'écologie politique doit s'en prendre aux grandes industries responsables majeures donc responsables de la dégradation de notre planète, au lieu de se pencher vers des causes sociales? Voilà, on parlait des GAFA tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui doit peut-être davantage ressortir? Je pense qu'il y a un élément, d'abord, c'est qu'on est beaucoup plus grand en termes de nombre d'élus, en termes même de partis, parce qu'un parti, il se renforce, il apprend de ses expériences, etc. Et donc, on a beaucoup plus de force vive, on va dire, qu'avant, ce qui permet en effet d'avoir vachement élargi le champ d'action du programme politique d'écolo. C'est vrai que c'est rigolo de se rendre compte, donc moi, sur les questions numériques,
le programme, je pense, de 2009, c'était quelques idées. Le programme 2014, un peu plus. Le programme 2018. Mais donc, on avance, on étoffe aussi. Donc, on ne recommence pas tout à zéro non plus. On a des bases. Et alors, je crois que ce qui est vraiment important, c'est quand même de s'emparer de toute une série de causes qu'on peut penser de prime abord comme étant sociales, mais qui en fait ont des répercussions écologiques tout simplement. Je parlais pas de politique de mobilité par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle la LES, donc la zone de basse émission à Bruxelles, donc ça veut dire que des vieux véhicules polluants ne peuvent plus circuler dans la ville. Il y a une série de personnes qui sont mobilisées à attention, parce que c'est vrai que c'est le public plus précarisé qui ont des voitures qui polluent, donc il ne faut pas que ce soit pénalisant, etc. Nous, on doit faire un peu peser les deux côtés de la balance sur un enjeu écologique et de santé publique et un enjeu social. Alors il y a une question qui porte cette fois-ci de nouveau sur la notion de démocratie représentative. Donc y a-t-il eu des études qui permettent d'identifier quelles sont les motivations principales lors de ce type de vote, donc notamment dans ces initiatives qu'on a parlé, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Baptiste là-dessus d'ailleurs. Ouais. Et les rapports plus personnels qu'il peut y avoir entre les membres de partis et les militants pourraient jouer un rôle plus important que la compétence des personnes et des candidats. Donc je suppose que là aussi, il est plutôt question du degré d'engagement. Donc si vous êtes au courant des projets dans une commune, si vous avez déjà d'une certaine manière cette pratique de la participation, c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais été vraiment, qui ne s'est jamais engagé en politique, qui n'a jamais peut-être participer à des consultations, sera peut-être moins équipé. Oui. Donc là aussi, je pense qu'au niveau, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui aujourd'hui est évoqué au niveau bruxellois, au niveau, on ne va pas parler de la Belgique ici, mais peut-être pour donner le goût aux citoyens de s'investir davantage dans ce type d'initiative comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors ouais, il y a deux trucs qui me viennent en tête. La première, c'est que il y a aussi moyen de participer sans devoir disons s'équiper de compétences diverses. Par exemple, le droit de pétition. Ouais. Donc moi prochainement, je vais devoir avec beaucoup de plaisir traiter en commission une pétition qui m'est parvenue, signée par 7000 personnes concernant une agression qu'il y a eu dans le quartier du Cinquantenaire, une tentative de viol, etc. Et donc les personnes ont fait, une personne qui elle connaît le monde politique a fait des propositions. Je pense qu'elle est travailleuse à la Commission européenne d'ailleurs, et donc elle a fait toute une série de propositions très concrètes. Et puis elle a été elle-même trouvée 7000 personnes pour expliquer le projet et a pu être rejointe. Et donc, ici, c'est une personne qui est en dehors de tout parti, ça je peux le garantir, je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant, qui arrive justement à mobiliser autour d'une question précise et de propositions précises des citoyens et des citoyennes qui, eux, peut-être sont moins armés, mais touchés par la problématique et intéressés de la soutenir. Donc ça, c'est une façon. La deuxième chose, c'est que je crois que dans les mécanismes de démocratie plus participative, il y a moyen aussi de travailler sur ces biais. Et par exemple, c'est assez minime, mais je lisais un peu les comptes rendus de la commission délibérative de Bruxelles et je voyais qu'il y avait des personnes qui disaient ouvertement moi, je sais pas, moi je travaille dans une entreprise de nettoyage, je suis pas du tout intéressée par la politique, je n'y connais rien, mais j'étais curieuse. Donc on bénéficie quand même de cet effet un peu nouveau et innovant du process. Et donc je me suis dit que j'allais le faire. Et alors la personne, donc le journaliste ou la journaliste demandait mais tiens, comment est-ce que vous faites? Et en fait, il y a dans le groupe d'experts des personnes qui représentent le Parlement, mais qui ne sont pas des élus, qui sont vraiment de l'administration, et qui expliquent en fait comment ça se passe, une séance de commission, c'est quoi le but, c'est quoi un gouvernement, c'est quoi un Parlement. Et donc ça, je pense que c'est une belle façon de faire. Et puis alors c'est bête, hein, mais il y a un défraiement financier, il y a des gardes d'enfants qui sont organisés pour essayer justement de diminuer ces biais de désengagement qu'il pourrait y avoir pour certaines catégories de la population, quoi. Alors on a vu ces dernières années aussi, et évidemment, il y a la parenthèse du confinement et du Covid, mais que bon nombre des initiatives citoyennes, elles ne provenaient pas justement des formations politiques, mais elles venaient enfin, c'était des initiatives, notamment les jeunes, les fameuses marches, l'impact de personnalités globales comme Greta Thunberg, etc. On a parlé la semaine dernière, bien sûr, des Gilets jaunes, c'est encore un autre type d'initiative, mais globalement, comment est-ce qu'aujourd'hui des partis politiques comme Écolo se raccrochent à ces mobilisations? Y a-t-il d'ailleurs, est-ce que c'est possible de non pas peut-être de les récupérer, parce que ça évidemment c'est probablement très très mal, une mauvaise stratégie, mais comment aujourd'hui donner sens à cet engagement hors
chapelle partisane Oui. et dire à ces jeunes qui s'engagent dans toute une série de causes. On a parlé aussi du féminisme. Oui. On sait qu'il y a le mouvement woke aujourd'hui qui est très très fort aux États-Unis, qui est en train d'arriver, enfin qui est déjà là en Europe également. Comment toutes ces mobilisations, ces causes aujourd'hui sont, comment vous les digérez d'une certaine manière en tant que formation partisane? Mais nous, comme c'était un peu déjà dans l'ADN du parti, on a une tradition à avoir, disons, l'habitude de traiter avec des mouvements plus citoyens et plus militants. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est très très importante, c'est de ne pas justement les absorber, parce qu'en fait, leur indépendance fait leur force. Et allez, je suis en contact pour le coup avec beaucoup justement de jeunes qui se mobilisaient sur les questions climatiques. Et ce que j'arrêtais pas de leur dire, c'est mais en fait, vous pouvez dire certaines choses d'une certaine manière dans le débat public de façon beaucoup plus franche que ce que n'importe quel élu pourra jamais faire, parce que voilà, poids des partis, parce que façon de porter le débat aussi aujourd'hui en Belgique qui est telle qu'elle est. Et donc du coup, je crois que leurs moyens et leurs objectifs doivent rester à eux. Ça, c'est vraiment super important. Mais du coup, il faut les inclure un maximum aussi dans les process. Donc, quand on construit des programmes politiques, quand on organise les grands congrès des partis, etc., il faut les écouter. C'est marrant parce que, par exemple, sur tout ce qui est mouvements syndicaux, c'est beaucoup plus institutionnalisé. En Belgique, on implique beaucoup les syndicats, surtout dans certains partis, dans les décisions qui sont prises. Et pour ces mouvements citoyens-là, on a parfois l'impression qu'ils sont moins légitimes, etc. Moi, je ne suis pas sûre parce que j'ai l'impression que déjà, ils se professionnalisent, si je puis dire, et donc ils vont avoir des fonctionnements où ils vont faire des petits comités de pilotage avec des personnes qui vont commencer un peu à avoir le lead et à donner une direction au mouvement. Et donc je pense que c'est peut-être en fait quelque part les syndicats de demain qui sont en train de monter sur certaines thématiques, quoi. Donc des syndicats de jeunes, des syndicats climatiques, des syndicats, ouais. C'est effectivement, mais donc qui réduisent aussi considérablement le pouvoir des syndicats traditionnels et des corps intermédiaires tels qu'on avait l'habitude de les voir apparaître et participer au débat public et au débat citoyen. Mais peut-être que là, justement, en parlant de se réapproprier, etc., il y aurait des genres de convergence et d'alliances à faire, quoi. Si les jeunes pour le climat pouvaient se rencontrer avec, par exemple, des organisations syndicales et faire des choses ensemble, ce serait super riche pour la société, quoi. Après, on serait que plus fort, nous, dans notre rôle de personnalité politique et de parti. Alors, il y a une question qui là, est de nouveau liée on parlait du climat. Donc, est-ce que vous pensez que la Belgique sera capable de réduire son émission de gaz à effet de serre, de CO2, en rapport à la directive de l'Union européenne dans les années. Donc, en gros, est-ce que les objectifs européens, est-ce que cette ambition, on a vu que le Green Deal de la Commission européenne a été approuvé. Est-ce que la Belgique est équipée, selon toi, pour faire face à ces enjeux climatiques aujourd'hui? Mais déjà, moi, je trouve que le Green Deal, c'est vraiment un chouette truc, en fait. Ça paraît souvent déconnecté parce que c'est l'Europe, etc. Mais je trouve que le fait qu'on acte et qu'on ait des objectifs, etc., qui après permettent de servir de base, finalement, à dire, en fait, tel pays suit ou tel pays ne suit pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment une richesse. Est-ce que la Belgique est armée? Je dirais, c'est dommage de ne pas avoir commencé un peu plus tôt à se mobiliser là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de prises de conscience. Et moi, je suis toujours un peu fatiguée avec les prises de conscience. C'est peut-être mon passé dans l'entrepreneuriat, mais ouais, j'ai envie qu'on avance et qu'on fasse des trucs concrets et qu'on en vienne aux actes. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir... Après aussi, d'une certaine manière, les watchdogs qui vont faire en sorte que la Belgique reste dans les clous par rapport à ces enjeux et ces objectifs. Et je me demande si on ne bénéficie pas justement je veux le dire comme ça, mais de la hype autour des questions climatiques du côté des autres partis aussi, en fait, pour pouvoir à un moment donné dire mais non, en fait, on doit faire ça. Et donc, allez, pour caricaturer un peu, mais j'ai l'impression que quand on fait un projet maintenant, quel qu'il soit, on est autour de la table, on discute avec les autres parties, et puis il y a un moment donné où la question environnementale du projet qui est discuté arrive, et là, tous les yeux se tournent vers les écolos pour attendre un peu, c'est quoi votre solution Mais enfin, tant mieux, en fait, tant mieux, et c'est bien comme ça qu'on ait l'écoute. Je ne suis pas sûre qu'on l'avait dans les années dont tu faisais mention, en fait. Ça devait être plus compliqué, en tout cas. Et alors peut-être parce que je vois l'heure qui passe, peut-être pour terminer et pour en revenir un petit peu à ton rôle d'élu aussi au niveau bruxellois,
quel premier bilan est-ce que tu tires d'une part de ton expérience aujourd'hui comme élu politique et peut-être aussi de la participation d'écolos dans cette majorité à la fois à Bruxelles, mais on le sait aussi donc, à d'autres niveaux de pouvoir. Est-ce que voilà, tu as l'impression que vous avez réussi à imposer un certain nombre de thèmes, même que toi, tu as réussi à imposer un petit peu ta marque sur cette politique au niveau bien sûr de compétences dans lequel tu interviens? Individuellement, je dirais que ce que j'ai appris, c'est que le monde politique souffrait de cette espèce de côté vase clos, fermé, toujours les mêmes personnes, et je parle même pas forcément de moi, mais même de tous les collègues qui sont plutôt nouveaux, qui sont arrivés au Parlement, ce renouveau, il fait vraiment du bien, parce qu'il permet d'amener plein de nouvelles questions sur la table, et c'est même pas un critère d'âge ou quoi, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des tranches d'âge supérieures aux miennes et qui amènent des questions qui sont innovantes et intéressantes. Et donc je crois que vraiment c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Et je le dis souvent, mais moi j'ai pas vocation à rester sur ce banc de Parlement toute ma vie. Je le vis vraiment comme un genre de projet. Et voilà, je sais que j'ai de la responsabilité, donc j'essaie de bien le faire. Mais je serais très heureuse le jour où je pourrais donner ma place à quelqu'un d'autre qui aura un autre regard, des autres choses à amener. Ça, c'est la première chose. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses, un état d'esprit qui est partagé aujourd'hui par les nouvelles têtes qui sont arrivées au Parlement, de dire voilà, pour moi l'engagement politique c'est une étape dans ma vie. On le sait quand même en Belgique qu'on a plutôt des dynasties d'hommes et de femmes politiques qui se reproduisent. donc ça me paraît quand même assez décalé d'entendre Oui, c'est vrai, ça. peut-être. Mais j'ai un biais d'écolo pour le coup. Mais ouais. En fait, c'est embêtant parce que c'est dans la culture parfois qui percole dans les partis que c'est ce qui fait que des personnes même jeunes parfois agissent comme si elles étaient là depuis 30 ans. Et c'est vrai que ça, franchement, c'est un peu encore un frein. Mais j'ai l'impression que d'autres façons de faire peuvent les convaincre à terme. Quand on va voir justement le bilan de cette législature-ci, etc., peut-être que ça va faire un peu de remise en question. Il n'y a pas beaucoup... moi, j'étais assez surprise. Je me suis dit, tous les jeunes élus, ils vont être super solidaires, etc. Mais ça ne veut rien dire, en fait, parce que certaines personnes, ils s'engagent ils savent depuis très longtemps qu'ils veulent s'engager, ils ont envie d'avoir un mandat, et donc finalement, c'est vrai que ça biaise quand même un peu la chose. Et donc, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus d'attention dans les partis, dans les façons qu'ils ont de fonctionner sur ces questions-là, quoi. Une personne ici qui nous dit, pour moi, la politique, est un engagement et pas un métier, c'est plutôt ça l'idée. Est-ce que finalement, cette logique du décumul aussi n'a pas poussé les élus à non pas cumuler deux postes politiques, mais plutôt de dire, moi, je reste entrepreneur, je reste engagé dans le monde associatif, je reste peut-être dans la fonction publique, que sais-je, et en même temps, j'interviens ou simplement je suis élu à un tel ou tel niveau de pouvoir. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que c'est d'ailleurs quelque chose que tu souhaites, d'avoir peut-être plus de diversité aussi dans les profils socio-professionnels. Mais en tout cas, c'est vrai donc il y a des mécanismes qui existent pour que le fait de quitter le monde du travail, pour faire un mandat par exemple, il n'y a pas de préjudice après au reste de la carrière. Après, c'est vrai que par exemple dans mon cas très très personnel, ma start-up, elle est plus... je ne peux pas la développer alors que je suis parlementaire. Et c'est important, parce que sinon, il y a des questions de conflit d'intérêts. Et alors, on risquerait d'avoir non plus des gens qui cumulent des responsabilités politiques, mais des gens qui cumulent des responsabilités tout court et qui vont commencer à avoir peut-être des conflits d'intérêts qui seraient problématiques, notamment si c'est des sociétés privées ou ce genre de choses. Ou même des fois l'administration, parce que c'est vrai qu'il y a des moyens de se faire détacher, comme on dit, de l'administration pour un temps, le temps d'un mandat. C'est précieux, mais après, la personne retourne à l'administration. Si elle traite les mêmes sujets au Parlement, c'est vrai que ça existe pour le moment. Donc il faudrait voir en fait comment perfectionner le système. Et donc, comme on le dit ici dans le chat sur Twitch, est-ce que finalement le fait de limiter les mandats, par exemple 2 mandats de bourgmestre, et puis parce c'est vrai qu'on a le phénomène en Belgique des bourgmestres à vie, donc on a des barons, c'est pour ça qu'on parle des barons, parce qu'en fait c'est presque un titre de noblesse qu'on acquiert et puis qu'on transmet à son fils ou à sa fille d'ailleurs, comme on l'a vu dans pas mal de communes dernièrement. Donc voilà, est-ce que finalement c'est aussi dans cette logique de bonne gouvernance, quelque chose qui te semble une évolution possible, de dire voilà, simplement, fait comme aux États-Unis, il y a une limite au niveau, je parle du président bien sûr, mais
deux mandats et puis on passe à autre chose, basta. retourner à la vie active, entre guillemets. Mais oui, mais je pense que c'est en effet utile. Après, dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça pour toute une série de raisons, hein, mais c'est déjà parce que c'est pas évident, il faut apprendre un métier quand on arrive. Et sans doute que moi, mes premiers mois, ils ont, je vais pas dire servi à rien, mais j'ai dû beaucoup me courir dans tous les sens, essayer de comprendre comment il fallait bien faire les choses. Mais donc, par exemple, ça, comment on peut y pallier? En améliorant la formation des élus. Les parlements, par exemple, donnent des petites formations législatives, mais c'est assez réduit. Il pourrait y avoir, pendant les 3-4 premiers mois, vraiment un suivi beaucoup plus fort qui est fait soit dans les parlements, soit dans les partis, pour justement mieux armer les personnes. On le fait avec justement les personnes des commissions délibératives, donc pourquoi pas. Et du coup, et aussi c'est très difficile parce que les résultats des élections sont meilleurs quand une personne est connue, et donc quand cette personne est connue, elle est là depuis longtemps, et donc il y a un peu ce côté serpent qui se mord la queue avec les nouvelles têtes, qui va voter pour un inconnu. Donc c'est ça qui va s'engager surtout, parce que il n'y a plus la garantie finalement de faire carrière en politique. Ah oui, non, c'est ça. Et ça reste un frein. Par exemple, chez nous, on a donc un système chez Ecolo de rétrocession. Donc le salaire parlementaire que je perçois, j'en reverse une partie dans une espèce de cagnotte à mon parti qui sert à financer des postes comme des conseillers et des conseillères politiques sur les différentes matières. Et c'est, je sais, un frein. Quand on va trouver une personne qui est issue de la société civile, comme on dit, qui n'a rien à voir avec le parti, on lui dit, t'as pas envie de venir sur les listes? Et puis il dit, ouais, mais attends, parce que vous rétrocédez 2500 € par mois, en fait. Non, moi j'ai un rythme de vie. Et donc ça, c'est le cas du PTB aussi, je pense. Oui, même plus fort, je pense, que chez Ecolo. Donc, mais alors, le risque, il est aussi, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir peut-être des personnalités civiles, des têtes connues, des bons clients de la télévision, des journalistes qui disposent déjà d'un public, d'une audience, d'un capital sympathique, qui se disent, bon, pourquoi pas une petite étape politique, parce que justement, il y a cette valeur ajoutée que peut nous offrir l'exposition médiatique à d'autres niveaux. Donc comment faire en sorte... Mais c'est intéressant parce que du coup, il y a un renouvellement, mais il faut être sûr aussi que ces nouvelles têtes, comme tu dis... ce sera encore pire que ça tourne... parce qu'on va se retrouver uniquement avec des journalistes finalement, ou des avocats, enfin des anciens journalistes. Mais c'est intéressant, la sociologie aussi, tu dirais que d'ailleurs, dans tes collègues parlementaires, tu dirais que la sociologie on a beaucoup parlé de parité, mais on ne parle pas souvent de parité professionnelle ou socio-professionnelle. Donc pas beaucoup d'ouvriers qui s'engagent en politique. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'avocats, mais est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir d'autres corps de métier ou d'avoir plus peut-être de diversité à ce niveau-là aujourd'hui en politique qu'auparavant? Mais moi, dans mes collègues directs, vraiment avec qui je travaille tous les jours, c'est quelqu'un qui est prof, une assistante sociale, une personne qui travaille... donc dans des domaines, plutôt un domaine logistique et plutôt un métier manuel. Et donc j'ai l'impression que en effet dans certains partis ça percole, mais que d'un autre côté, il y a quand même encore ce côté enfant d'eux qui reste quand même assez présent, et sans doute pour plein de raisons qu'on peut expliquer. Je suppose que quand on est baigné dans le monde politique, on a tendance à avoir envie de s'y plonger. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait d'arrêter cette conception par dynastie serait quand même pas mal, et que ça permettrait justement plus de diversité professionnelle au fond. Parce que si toujours des avocats enfants d'anciens ministres ou d'anciennes parlementaires, c'est un peu dommage aussi pour cette ouverture-là, quoi. Alors, je pense qu'on a un petit peu dépassé d'ailleurs déjà mais on va, à moins évidemment d'avoir une question dans la seconde, mais je pense que ce n'est pas le cas. Donc, écoute, je vais te donner peut-être la parole et peut-être la possibilité de conclure un petit peu sur ce qu'on a dit. D'une part, j'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais je t'ai d'ailleurs coupé. Peut-être dire, voilà, quelle finalement est ton expérience pour toi qui maintenant est arrivé en politique. Voilà, quel impact Margot Deray a-t-elle eu ces derniers mois, et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui répond à ce que peut-être que tu te faisais comme image du monde politique auparavant, ou est-ce que tu en sors peut-être plus motivé ou démotivé? On va peut-être terminer là-dessus sur une considération plus personnelle par rapport à cet engagement-là. Mais donc un truc sur lequel je suis vraiment plutôt contente, c'est le fait d'être parvenue d'avoir beaucoup de jeunes finalement qui n'étaient pas intéressés par la politique au départ, mais qui me contactent, notamment via les réseaux sociaux et notamment sur mon compte Instagram que je prends beaucoup de temps à alimenter. Je fais des petites capsules pour vulgariser des questions.
j'essaie de répondre aussi des fois sans tabou sur, par exemple, des questions de rémunération des élus ou des choses comme ça. Et ça intéresse super fort les jeunes, en fait, d'avoir des réponses à ces questions-là. Et donc ça, je pense que c'est un truc que j'ai encore envie de continuer et d'intensifier. Peut-être une chose aussi, et il faudra voir comment tout ce mandat continue, mais comment est-ce que justement, quand on est jeune et qu'on ne vient pas... Enfin, moi, j'ai aucun parent qui a fait de la politique dans leur vie, et qu'on arrive un peu avec ce regard neuf, comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à faire un peu d'introspection, à regarder un peu tout ça de plus haut, pour voir justement qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a dysfonctionné, pour pouvoir rendre les expériences des prochains beaucoup plus faciles. Et donc, il y a toute une série de questions qui sont à l'interne des partis. Et donc ça, je suis investie aussi dans mon parti sur des questions de renouveau, d'égalité des chances, même dans la formation des listes et autres. Comment est-ce qu'on diversifie sa base militante, c'est des questions qui sont importantes. Mais aussi dans les parlements et dans la façon que l'institution a fonctionné. Et donc si j'ai un petit engagement que j'aimerais essayer d'arriver à tenir, c'est d'avoir ce moment-là en fin de mandat pour un peu analyser et juste pas hésiter si vous avez des retours ou des choses qui vous semblent intéressantes. Nicolas, je sais que tu participes beaucoup dans les médias à ces questions et je lis toujours avec beaucoup d'attention parce que c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont capables d'analyser en fait ce qui se passe et tous ces changements du monde politique parce que ça nous aide déjà nous en tant qu'élus à faire changer nos partis mais aussi les parlements dans lesquels on est. Eh bien, merci beaucoup Margot, merci pour cette expérience. Désolé à nos viewers et aux étudiants pour les petits soucis techniques, mais merci à vous pour les questions et pour les interpellations. Je trouvais ça très, très intéressant. Je veux aussi remercier l'équipe technique, donc John Vanenoot, Martine Gervais et Paul Labo qui nous ont vraiment beaucoup aidés avec le matériel de l'IEX. Donc j'espère qu'on va pouvoir se professionnaliser à la rentrée. Mais donc encore merci Margot et puis aux étudiants, je leur souhaite surtout un bon blocus. Courage. Je pense que ça va être compliqué. Petit message à mes étudiants, si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser bien sûr le forum sur Learn, donc il y a cette interface que nous utilisons. Et si besoin, je reviendrai vers vous. De toute façon, vous allez être informés très bientôt des modalités d'examen avec tout ce qui pourra être mis en place pour vous rassurer sur cette nouvelle session distancielle. C'est sur Twitch, les examens? Non, ce n'est pas sur Twitch. On n'est pas encore là, mais peut-être un jour. Donc voilà, merci à toutes, à tous. Merci à Margot et à très bientôt. À bientôt.